Par un lumineux matin de mai 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, arpentait les couloirs de l'hôtel Waldorf Astoria à New York. Ses pas résonnaient sur le marbre poli alors qu'il serrait son téléphone, discutant des détails du sommet des dirigeants africains prévu la semaine suivante. La climatisation maintenait une fraîcheur agréable, contrastant avec la chaleur familière de Ouagadougou. Monsieur le Président, dit son conseiller diplomatique, Marcel Ouédriogo, en s'approchant avec une enveloppe dorée, une invitation est arrivée pour l'émission America First Tonight de Fox News. Il souhaite une interview exclusive sur les partenariats économiques entre l'Afrique et les États-Unis. Ibrahim s'arrêta et contempla la vue panoramique depuis le 47e étage, observant l'agitation frénétique de la 5e avenue. Les taxis jaunes zigzagant entre les immeubles de verre et d'acier, les passants pressés sur les trottoirs. La ville ne dormait jamais, tout comme les défis qui l'attendaient dans son pays. Qui sera l'intervieweur ? Demanda Ibrahim, ajustant son béret militaire emblématique. Kash Patel, répondit Marcel, consultant ses notes. Ancien officiel de l'administration Trump, maintenant animateur. Il est connu pour ses prises de position controversées sur les dirigeants africains. Ibrahim fronça les sourcils. Il connaissait la réputation de Patel, un homme aux propos directs et souvent provocateurs. Mais il y vit une opportunité de montrer au monde le nouveau visage du Burkina Faso, un pays en reconstruction après des années d'instabilité. Acceptez l'invitation, dit Ibrahim avec détermination. Il est temps de montrer qui nous sommes vraiment. 3 jours plus tard, les studios de Fox News à Manhattan bourdonnaient d'activité. Les projecteurs éclairaient vivement le décor bleu et or de l'émission, tandis que les techniciens ajustaient caméras et micros. L'odeur du café corsé se mêlait au parfum des maquilleurs préparant les invités. Kash Patel, 45 ans, cheveux grisonnants et regard perçant, relisait ses notes dans sa loge. Ses questions étaient incisives, conçues pour mettre Ibrahim en difficulté. Sur son bureau, des piles de documents sur le Burkina Faso mettaient en lumière des problèmes de sécurité, d'économie et de droits humains. Montrons à ces dictateurs africains qu'ils ne peuvent pas venir ici en se faisant passer pour des saints, marmonna Patel à son producteur, Jake Morrison. J'ai des informations qui vont vous laisser sans voix. De l'autre côté du couloir, Ibrahim se préparait calmement. Vêtu d'un élégant costume bleu marine, il conservait son béret militaire, symbole de son parcours et de son identité. Ses conseillers l'informaient des sujets potentiellement controversés. Monsieur le Président, il pourrait essayer de vous provoquer, avertit Marcel. Souvenez-vous, nous sommes ici pour montrer nos progrès, pas pour entrer en conflit. Ibrahim hocha la tête, ses yeux empreints de détermination. Il avait affronté des coups d'État, des instabilités politiques et des défis économiques. Un animateur télé ne serait pas son plus grand obstacle. À 20h45, le compte à rebours commença. Les caméras furent positionnées, les lumières intensifiées, et des millions de téléspectateurs se préparaient à une interview parmi les plus tendues de la télévision américaine. Bonsoir, America, je suis Kash Patel, et voici America First Tonight, annonça l'animateur avec son sourire caractéristique, tandis que le générique retentissait. Ce soir, nous recevons Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, venu aux États-Unis pour parler de partenariat. Mais peut-on faire confiance à un autre dirigeant africain ? Les mots tranchèrent l'air comme des lames. Ibrahim, assis dans un fauteuil en cuir rouge, resta impassible, mais ses mains se crispèrent légèrement. Le studio était silencieux, hormis le léger bourdonnement des caméras. Merci de m'accueillir, monsieur Patel, répondit Ibrahim en anglais courant, sa voix calme mais ferme. Je suis ici pour parler de l'avenir, non des préjugés du passé. Patel se pencha en avant, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée de défi. Préjugés, monsieur Traoré ? Parlons fait. Votre pays affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, une instabilité constante, et maintenant vous venez demander des investissements américains. Pourquoi devrions-nous croire que cette fois sera différente ? La question résonna dans le studio. Ibrahim prit une profonde inspiration, repensant aux enfants qu'il avait vus dans les écoles qu'il avait construites, aux hôpitaux rénovés, aux routes pavées. Chaque projet était une promesse tenue, chaque amélioration un pas vers l'avenir qu'il imaginait pour son peuple. Parce que, monsieur Patel, contrairement à de nombreux commentateurs, je ne parle pas seulement de changement, je le mets en œuvre, répondit Ibrahim, sa voix gagnant en assurance. En 2 ans, nous avons réduit la mortalité infantile de 30%, construit plus de 200 écoles et créé 50 000 emplois. Ce sont des faits, pas des opinions. L'atmosphère dans le studio s'échauffa.
Les techniciens échangèrent des regards nerveux, sentant que quelque chose de plus grand allait se produire. Kash Patel esquissa un sourire prédateur, comme un chasseur ayant repéré sa proie. Il feuilleta ses papiers lentement, créant du suspense alors que des millions de téléspectateurs attendaient sa prochaine offensive. Joli chiffre, monsieur Traoré, mais parlons réalité, dit Patel, brandissant un document. J'ai ici des rapports d'organisations internationales montrant des violations des droits humains sous votre gouvernement, arrestations arbitraires, répression de journalistes, exécutions sommaires. Comment l'expliquez-vous ? Ibrahim sentit son sang bouillir. Il connaissait ces accusations infondées, propagées par des groupes profitant de l'instabilité de son pays. Ses mains tremblèrent légèrement, non de peur, mais d'une indignation contenue. Ce sont des mensonges fabriqués par ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique progresser, répondit-il. Ibrahim répondit, sa voix s'approfondissant. Pendant que certains préfèrent répandre des désinformations depuis le confort de leur studio, je suis sur le champ de bataille, luttant contre des terroristes qui veulent détruire mon peuple. Des terroristes, ricana Kash Patel avec sarcasme. Ou simplement des citoyens en désaccord avec vos politiques autoritaires ? Soyons honnêtes, vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Cela fait-il de vous un démocrate ? Le studio devint tendu. Ibrahim se redressa légèrement dans son fauteuil, ses yeux fixés sur Patel. Le public retint son souffle, sentant que la confrontation allait atteindre un autre niveau. Monsieur Patel, dit Ibrahim lentement, il y a une différence entre le journalisme sérieux et la propagande bon marché. Vous franchissez cette ligne. C'est à ce moment que Kash Patel commit l'erreur qui changea tout. Il se renversa dans son fauteuil, un sourire arrogant sur le visage. L'atmosphère dans le studio était électrique, les caméras captant chaque micro-expression des deux hommes. Dans la régie, Jake Morrison fit un geste nerveux au technicien, sentant que la situation dérapait. Vous savez, Ibrahim, dit Patel, utilisant délibérément son prénom pour diminuer son autorité présidentielle, le problème avec vous, les Africains, c'est que vous jouez toujours les victimes. Vous venez ici, la main tendue, demandant de l'aide, mais vous ne savez même pas gérer vos propres tribus. Le mot « tribu » résonna dans le studio comme un coup de feu. Ibrahim se figea, ses yeux se plissant. Dans le public, quelques personnes laissèrent échapper des exclamations étouffées. Marcel, observant depuis les coulisses, se couvrit le visage des mains, sachant que Patel venait de franchir une ligne irréversible. Peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez de jouer au gouvernement et que vous laissiez les pays sérieux s'occuper des vraies affaires, poursuivit Patel, totalement inconscient du volcan prêt à entrer en éruption face à lui. Après tout, combien de coups d'État militaires avez-vous eu ? On dirait des enfants jouant aux adultes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ibrahim se leva lentement, sa stature imposante de 1,88 mètres dominant sous les lumières du studio. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'une fureur contenue, forgée par des années à affronter cette arrogance coloniale déguisée en journalisme. Monsieur Patel, dit Ibrahim, sa voix basse mais chargée d'autorité, vous venez de montrer exactement pourquoi l'Amérique perd de son influence dans le monde. Ce n'est pas à cause de notre incapacité, mais à cause de votre ignorance. Patel, réalisant enfin qu'il était allé trop loin, tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, je ne voulais pas. Non, l'interrompit Ibrahim, faisant un pas vers le bureau de l'animateur. Vous l'avez fait, et maintenant vous allez entendre ce qu'un Africain tribal a à dire. Ibrahim se tenait à quelques mètres du bureau de Patel, sa présence dominant totalement le studio. Les caméras capturaient chaque nuance de son expression, la dignité blessée, l'autorité inébranlable, et quelque chose de plus profond, la voix d'un continent fatigué d'être sous-estimé. Vous voulez parler de tribu, monsieur Patel, commença Ibrahim, sa voix résonnant clairement dans les micros. Laissez-moi vous parler de ma tribu. Ce sont des ingénieurs qui construisent des ponts sur des rivières dont vous ignorez l'existence. Ce sont des médecins qui sauvent des vies avec du matériel que vous jetteriez. Ce sont des enseignants qui instruisent des enfants en 4 langues pendant que vous peinez à parler anglais sans téléprompteur. Le public était captivé. Patel tenta d'interrompre, mais Ibrahim poursuivit, sa passion grandissant à chaque mot. Ma tribu a produit Wangari Maathai, qui a planté 30 millions d'arbres pendant que vous abattiez des forêts. Elle a produit Nelson Mandela, qui a enseigné le pardon à un monde assoiffé de vengeance. Elle a produit des scientifiques qui ont découvert des traitements pour des maladies pendant que vous fabriquiez des armes. Ibrahim s'approcha encore du bureau, ses yeux rivés sur ceux de Patel. Et savez-vous la différence entre vous et moi, monsieur Patel ?
Quand je parle de mon peuple, je parle avec amour et fierté. Quand vous parlez du vôtre, vous ne parlez que de peur et de haine. Le studio était totalement silencieux, même les techniciens avaient cessé de bouger, absorbés par l'intensité du moment. Pour la première fois de sa carrière télévisée, Kash Patel était sans voix. Vous voulez des chiffres, monsieur Patel, poursuivit Ibrahim, sa voix prenant un ton professoral. En 2 ans, mon pays a augmenté sa production agricole de 40%. Nous avons réduit notre dépendance aux importations de 25%. Nous avons créé la plus grande réserve solaire d'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, combien de problèmes avez-vous résolus, à part créer des controverses à la télévision? Puis, Ibrahim fit quelque chose d'inattendu, il sourit. Pas un sourire moqueur, mais un sourire de véritable compassion. Savez-vous ce qui me rend le plus triste, monsieur Patel, dit-il, sa voix empreinte d'une profonde tristesse qui toucha même les téléspectateurs les plus sceptiques. C'est que vous gaspillez une plateforme qui pourrait éduquer des millions pour répandre une ignorance qui divise les gens. Patel, retrouvant enfin sa voix, tenta de reprendre le contrôle de l'interview. Écoutez, Ibrahim, vous êtes trop émotif. Je posais simplement des questions légitimes que les Américains veulent entendre. C'est alors que cela se produisit. Poussé par une impulsion née de années de frustration face à l'arrogance occidentale, Ibrahim fit un pas décisif vers Patel. Ce n'était pas de la violence, mais une démonstration d'autorité qui résonnait comme des siècles de dignité africaine restaurée. Émotif, répéta Ibrahim, sa voix montant d'une octave. Suis-je émotif quand on insulte mon peuple, mon histoire, ma lutte? Oui, monsieur Patel, je suis attaché à la dignité. Et vint ce qui deviendrait connu comme la gifle diplomatique du XXIe siècle. Ibrahim ne toucha pas physiquement Patel, la gifle était métaphorique, mais son impact fut dévastateur. Il abattit sa main ouverte sur le bureau de Patel avec une telle force que le bruit résonna dans le studio comme un coup de tonnerre. Assez, cria Ibrahim, sa voix vibrant contre les murs. Assez de manque de respect, assez d'ignorance, assez de traiter les dirigeants africains comme des mendiants alors que nous sommes des partenaires égaux. L'impact fut immédiat et viscéral. Kash Patel sursauta dans son fauteuil, totalement choqué. Le public éclata en murmures. Dans la régie, Jake Morrison criait des instructions confuses aux techniciens, hésitant entre couper pour une pause publicitaire ou continuer à diffuser ce moment historique. Mais Ibrahim Traoré n'avait pas fini. Il se tourna vers les caméras, s'adressant directement aux millions de téléspectateurs. « Amérique, vous méritez un journalisme meilleur que cela. Vous méritez des présentateurs qui éduquent, pas qui humilient. Et nous, Africains, méritons du respect, pas de la condescendance. » Dans les minutes qui suivirent, le studio de Fox News plongea dans un chaos maîtrisé. Jake Morrison se précipita sur le plateau, gesticulant frénétiquement pour arrêter les caméras, mais il était trop tard. La scène avait été diffusée en direct dans des millions de foyers américains et, grâce aux réseaux sociaux, se propageait déjà à travers le monde comme une traînée de poudre. Ibrahim se tenait debout, prenant de profondes inspirations pour retrouver son calme. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin dit ce qui devait être dit. Marcel se précipita en coulisses, inquiet des possibles répercussions diplomatiques. « Monsieur le Président, nous devons partir maintenant », murmura-t-il en français, essayant de guider Ibrahim hors du studio. Kash Patel, encore sous le choc, tenta de reprendre un semblant de dignité. « Sécurité ! Sécurité !» cria-t-il, comme si Ibrahim représentait une menace physique. Mais tous dans le studio savaient que seul son ego et sa crédibilité avaient été blessés. « Vous n'avez pas besoin de sécurité, monsieur Patel, » dit Ibrahim calmement, ajustant son costume. « Je suis venu en paix, je repars en paix, mais j'emporte avec moi la certitude d'avoir dévoilé votre vraie nature. » Alors qu'Ibrahim et son entourage quittaient le studio, les téléphones de Fox News se mirent à sonner sans relâche. Sur Twitter, des hashtags comme #Ibrahim Traoré, #Dignité africaine et #Kash Patel exposé figuraient déjà parmi les sujets les plus discutés. Des extraits de la confrontation furent partagés des milliers de fois en quelques minutes. À l'extérieur du bâtiment de Fox News, sur l'avenue des Amériques, Ibrahim s'arrêta un instant. La soirée de mai était douce, une brise portant l'odeur caractéristique de New York, un mélange d'échappements de voitures, de nourriture de rue et des possibilités infinies que la ville représentait. « Marcel, » dit Ibrahim, levant les yeux vers les gratte-ciel illuminés, « préparez nos avocats. Je pense que monsieur Patel va découvrir que diffamer un chef d'État a des conséquences juridiques. »
3 jours après la confrontation, le cabinet d'avocats Whitman et Associés, au 52e étage d'un imposant immeuble de Wall Street, était en effervescence. Sarah Whitman, l'une des avocates internationales les plus respectées des États-Unis, examinait minutieusement les enregistrements de l'émission, prenant des notes précises sur chaque commentaire diffamatoire de Kash Patel. Nous avons ici un cas classique de diffamation aggravée, expliqua Sarah à Ibrahim, assis dans un fauteuil en cuir italien, regardant par la baie vitrée offrant une vue imprenable sur l'Hudson. Les propos de M. Patel n'étaient pas seulement offensants, ils étaient délibérément calculés pour ternir votre image et, par extension, celle du Burkina Faso. Marcel, assis à côté, notait chaque détail tandis que Sarah poursuivait son explication technique, s'appuyant sur la jurisprudence américaine concernant les personnalités publiques internationales. Compte tenu de la portée mondiale de la diffusion, nous parlons de dommages réputationnels se chiffrant en millions, dit Sarah, ajustant ses lunettes. Je recommande de poursuivre pour 90 millions de dollars, un montant qui reflète non seulement les préjudices moraux, mais aussi l'impact économique négatif que de tels propos pourraient avoir sur les futurs investissements dans votre pays. Ibrahim hocha la tête, pensif. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais d'établir un précédent. Pendant des décennies, des présentateurs et commentateurs américains avaient tenu des propos dénigrants sur les dirigeants africains sans réelle conséquence. Combien de fois cela s'est-il produit auparavant, Sarah, demanda Ibrahim. Trop souvent, Monsieur le Président, mais jamais une réponse juridique aussi forte n'a été donnée. La plupart des dirigeants préfèrent ignorer ou publier des communiqués diplomatiques. Vous changez les règles du jeu. À 10 miles de là, dans le bureau moins luxueux de Kash Patel à Queens, l'atmosphère était tout autre. Patel faisait les 100 pas nerveusement tandis que son avocat, un homme corpulent nommé Tony Ricci, tentait de minimiser la situation. Kash, calmez-vous, dit Tony, desserrant sa cravate. Ce n'était qu'une interview qui a dérapé. Ça arrive à la télévision. Tony, as-tu vu les réseaux sociaux? Je suis crucifié. Mon émission a perdu 3 sponsors en 2 jours, cria Patel, gesticulant sauvagement. C'est alors que le téléphone sonna. C'était Jake Morrison de Fox News, avec des nouvelles qui firent froid dans le dos à Patel. Une semaine plus tard, le tribunal fédéral du district sud de New York était bondé. Des journalistes du monde entier se pressaient sur les marches de l'imposant bâtiment néoclassique, tandis que les caméras de télévision capturaient chaque mouvement des protagonistes de cette bataille juridique historique. Ibrahim Traoré arriva au tribunal dans une limousine noire, vêtu d'un élégant costume bleu marine et de son béret militaire emblématique. En descendant du véhicule, il fut accueilli par une foule de supporters, principalement des immigrants africains vivant à New York, qui scandaient et brandissaient des pancartes portant des messages comme « Dignité africaine » et « Respect pour nos leaders ». De l'autre côté de la place, Kash Patel arriva dans un simple taxi jaune, cherchant clairement à passer inaperçu. Ses pas étaient hésitants, et il évitait tout contact visuel avec les caméras. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Margaret Thompson, une femme noire de 58 ans connue pour son impartialité et sa rigueur judiciaire, présidait l'audience préliminaire. L'air était tendu alors que les deux parties présentaient leurs arguments initiaux. Sarah Whitman se leva avec assurance, sa voix résonnant clairement dans la salle. Votre honneur, ce que nous avons vu n'était pas du journalisme, mais une démonstration publique de racisme et de xénophobie déguisée en interview. Le défendeur a utilisé sa plateforme pour perpétuer des stéréotypes coloniaux nuisibles, causant un préjudice irréparable à la réputation de mon client et, par extension, au peuple du Burkina Faso. Tony Ricci, visiblement nerveux, tenta de défendre son client. Votre honneur, mon client est un journaliste respecté qui posait simplement des questions légitimes sur les politiques publiques. Des questions légitimes, interrompit la juge Thompson, feuilletant le dossier. Monsieur Ricci, j'ai visionné l'enregistrement complet. Votre client a fait référence au président d'une nation souveraine et aux peuples africains avec un langage qui ne peut être qualifié de journalisme sérieux. Le moment décisif survint lorsque la juge annonça sa décision sur l'injonction demandée par la défense d'Ibrahim. Compte tenu de la gravité des propos, de la portée internationale de la diffusion et des préjudices déjà documentés, j'accorde la demande d'injonction préalable. Le défendeur est interdit de faire d'autres commentaires publics sur le plaignant jusqu'au jugement final, déclara la juge Thompson. Mais c'est son observation finale qui fit les gros titres mondiaux, cette affaire représente plus qu'un différend entre deux personnes. Elle marque un moment de vérité sur la manière dont les personnalités publiques utilisent leur plateforme pour perpétuer ou combattre les préjugés systémiques. En quittant le tribunal, Ibrahim fut entouré de journalistes.
Sa déclaration fut brève mais puissante, ce n'est pas seulement mon affaire. C'est celle de chaque dirigeant africain ridiculisé, de chaque enfant africain à qui on a appris que son origine est une source de honte, et de chaque personne qui croit que la dignité n'a ni couleur ni continent. 6 mois plus tard, l'affaire fut réglée à l'amiable. Kash Patel versa 90 millions de dollars, le plus important règlement pour diffamation impliquant une personnalité politique internationale dans l'histoire américaine. Plus important encore, il présenta des excuses publiques diffusées en prime time. Ibrahim donna l'intégralité de la somme à un fonds éducatif finançant des échanges entre universités américaines et africaines, transformant ce moment de confrontation en un pont vers une compréhension mutuelle. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de Kash Patel devint une référence, non seulement juridique, mais aussi culturelle. Elle montra au monde que l'ère de l'impunité pour les commentaires racistes et xénophobes touchait à sa fin, et que la dignité africaine n'était plus à vendre ni négociable. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, une statue fut érigée en l'honneur de ce moment, célébrant non la confrontation, mais le courage de défendre la dignité d'un peuple. L'inscription à la base de la statue disait simplement « Quand la vérité rencontre le courage, la justice naît ».